premier podcast que j'avais fait, je m'écoutais pour la première fois. Déjà, je supporte pas trop ma voix à la radio, mais petite parenthèse, je comprends pas, mais quand je parle au téléphone aux gens, ils pensent tous que je suis une femme. À la fin, ils me disent merci madame, et ça, il y a rien de plus frustrant quand t'as parlé pendant 1 heure avec la personne et qui te dit bon bah merci madame, alors que elle pourrait dire maître, c'est pas féminin, c'est pas masculin, mais le merci madame à chaque fois il me. Moi mes collaborateurs, je te dis, on travaille beaucoup en open space, sont tous à chaque fois morts de rire parce que à la fin de la conversation, je vais mettre le haut-parleur juste pour qu'ils entendent le merci, et c'est du merci madame, ça rate jamais. Et à la fois, j'ai même dû me battre pour prouver que c'était moi. Je disais à la personne, mais c'est moi, je vous jure, qui ai plié votre dossier. Elle me disait, non, c'est un homme qui a plié mon dossier. Mais je disais, mais non, c'est moi. Vraiment, je suis partisan du fait que quand tu sais pas faire un truc, il faut t'entourer de personnes qui savent le faire. Moi, je suis pas un dev. Il y a des sachants dans chaque domaine. J'estime être un sachant en droit du travail. C'est pour ça que les gens viennent me voir, ils viennent voir mes collabs au cabinet. Maintenant, quand j'ai besoin de développer un site internet, de développer la communication sur les réseaux sociaux, etc., il y a d'autres sachants qui sont là et que je dois payer pour ça. Et donc, je me suis bien entouré et c'est grâce à ça que j'ai pu développer le cabinet d'avocats. Très content de t'avoir, Marlon. On le disait il y a 2 minutes, je t'ai découvert il y a très longtemps parce que pour ceux qui n'ont pas compris, je bosse dans le métier des avocats et concrètement tu es partout. On te voit partout sur Instagram, je te voyais partout sur Google parce que on accompagne nos clients sur ce volet-là. Et en général, quand je tapais une requête en matière de droit du travail, je trouvais Howard Avocat. Tu es aussi présent sur les réseaux sociaux, etc. en règle générale. Donc ça faisait longtemps que je te voyais. Tu as dernièrement commenté un petit truc sur la vidéo de mon grand-père qui est générale. Et donc je me suis dit, tiens, je vais lui proposer de venir et de participer au Cheat Code. Donc tu es fondateur de Howard Avocat. C'est ça. Un beau cabinet dédié aux salariés. Donc, tu accompagnes les salariés dans le cadre de leur licenciement et de leurs problématiques avec leurs employeurs. Tu as un parcours qui n'est pas du tout comme les autres, en l'occurrence, mais je trouvais hyper intéressant de t'avoir pour 2 raisons. Tu es passé par des grosses boutiques, pas forcément en côté salarié, ça je l'ai appris il y a 2 minutes. Je n'avais pas compris que tu faisais avant du M&A. Et aujourd'hui, tu accompagnes les salariés. Donc, preuve qu'on peut voir d'autres choses dans sa vie que toujours la même chose. Et aussi, tu as fondé un beau cabinet où tu as vraiment été exemplaire en matière de marketing. Alors du moins, c'est l'impression que j'en ai et c'est l'idée aussi de voir un peu ce qu'il y a derrière la machine. Mais exemplaire en matière de marketing digital, tu as vraiment pris ce pli-là de développer ton cabinet via ce biais-là. Via de la vidéo, tu as assumé de filmer, de partager du contenu sur les réseaux sociaux. Tu fais beaucoup de contenu aussi sur ton site internet qui, j'imagine, génère de l'attraction et pas mal de dossiers. Donc, c'est l'idée un petit peu d'apprendre à te connaître, de qui est derrière Howard Avocat, que beaucoup, je pense, voient comme moi. Comprendre un petit peu ta dynamique, voir ce que tu prévois, parce que tu as quand même pas mal de projets, j'ai l'impression, dans le pipe. Et pour commencer, si ça te va, je te laisse te présenter rapidement. Qui tu es, ce que tu fais, ce que tu aimes dans la vie. Et puis après, j'ai plein de questions sur ton parcours, ton histoire. Parfait, allons-y. Je suis Marlon Zard. J'ai créé le cabinet Howard. Alors peut-être t'expliquer un peu comment ça m'est venu la création du cabinet Howard. À l'origine, je faisais de la fusion-acquisition dans un gros cabinet d'avocats. Moi, j'ai un parcours plus droit des affaires, donc j'ai fait une école de commerce, l'EDEC à Lille. Okay, et donc j'ai commencé à travailler en fusion-acquisition dans une grosse boutique. Et en fait, je me suis rendu compte que ce métier-là, c'était pas le métier qui m'intéressait. J'avais pas envie de faire de la fusion-acquisition. Il y avait quelques dossiers qui m'intéressaient vraiment. Par exemple, moi j'adore le foot, quand il s'agissait de s'occuper de rachat de gros clubs français, etc. C'était ultra intéressant. Mais par contre, la vie d'un avocat en fusion-acquisition est extrêmement cyclique. C'est-à-dire que tu vas avoir des mois entiers où tu vas commencer à 8h du matin, finir à 3h du matin, dormir sur ton bureau, dans les gros moments de rush comme ça. Et franchement, c'était terrible. Et en fait, je me suis rendu compte, en prenant du recul, à un moment de ma vie que j'étais en burn-out. J'arrivais au travail, j'avais la tête baissée, j'avais les épaules rentrées, j'étais irascible avec tout le monde, c'était horrible. Et je me disais, mais comment je vais m'en sortir ? En fait, je voyais comme s'il y avait un tunnel, et je me disais, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et je m'en sortirais pas. Et en fait, ça a été terrible. Et un jour, j'ai accompagné un ami au conseil de prud'homme pour une audience de conciliation. Et je me suis un peu dit à ce moment-là, ok, moi je suis en burn-out,
J'accompagne cet ami devant le conseil de prud'homme. C'est un métier vraiment où l'avocat a un vrai rôle, où il plaide, où il se bat pour ses clients, où tu as l'humain en fait derrière le dossier. Et je me suis dit, c'est ça que je dois faire. C'est ça que je dois faire. Et donc j'ai tout abandonné. Et je suis passé de la REM du gros cabinet d'avocats à aller, on se jette dans le bain. Et j'ai créé mon cabinet. Donc en août 2017, j'ai créé le cabinet Howard avec l'idée d'aider tous les gens qui étaient, comme moi avant, en burn-out et de sortir de relations délétères avec des employeurs. J'ai créé ce cabinet, je me suis formé en droit du travail pendant 6 mois. J'ai lu tous les mémentos Francis Lefebvre, etc. Je me suis tapé pour créer mon cabinet, pour avoir une connaissance extrêmement poussée et pointue en droit du travail. Et j'ai créé le cabinet comme ça. J'ai réussi à avoir des premiers dossiers qui sont rentrés. Et comment tu as fait pour justement le premier dossier, quand tu connais justement, tu as un portefeuille de clients de base ou du moins de connaissances qui est dans du corpo, d'où sont venus ces gens-là? Au départ, c'était du bouche à oreille, beaucoup. Et ensuite, j'ai créé très rapidement un site internet qui, contrairement à des sites internet boutiques, vitrines, que tu peux avoir dans des cabinets d'avocats, j'ai directement mis des différents forfaits pour prendre rendez-vous avec un avocat. C'était hyper transparent. Tu avais les forfaits, le prix des forfaits, ce à quoi tu avais le droit dans les forfaits, etc. J'ai commencé à communiquer dessus. Via les réseaux sociaux, via le référencement naturel, le référencement payant, etc. Et j'ai eu mes premiers leads qui sont rentrés comme ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu supprimé le lien entre une legal tech qui te met en relation avec un cabinet d'avocats et voilà. Et en fait, j'ai fait directement un cabinet d'avocats legal tech. Tu vois. Et c'est marrant que tu dises ça parce que finalement, c'est pas vraiment une legal tech, c'est simplement tu as pris en main les outils qu'il y avait à dispo, qui était le volet digital, mais à une époque où personne ne faisait ça, j'imagine. Exactement. Tu as dû voir une grosse diff entre aujourd'hui et l'époque. Là, maintenant, la plupart des cabinets d'avocats que je vois sur Internet font ça. Mais sûr. C'est vrai que quand j'ai créé le cabinet en 2017, personne ne le faisait. Et donc, on a lancé ce site Internet. Ça s'est bien passé, les premiers dossiers. Et dès que j'ai rentré mon premier collectif, là, je me suis dit. Ton collectif, c'est collectif. C'était un collectif un collectif de licenciement économique. En fait, c'était une 50aine de personnes qui s'étaient fait licencier dans un gros groupe que j'ai réussi à rentrer. Et là, je me suis dit, j'ai besoin de collaborateurs. Et en même temps, je me disais, ok, si j'embauche un collaborateur, ne fais jamais ce que tu as connu dans les gros cabinets que tu as fréquentés auparavant. Et donc, j'ai embauché ma première collaboratrice, qui est toujours avec moi maintenant. Et en fait, on a commencé à traiter les dossiers et à faire rentrer, à avoir les premiers zonos de résultats, etc. Et on a grandi comme ça. Et au fur et à mesure, on a grandi, on a rentré du lead, on a rentré du dossier. On a aidé des salariés qui étaient contents de notre travail, donc ils mettaient des bons avis Google. Et en fait, c'est l'effet boule de neige, en fait. Et le cabinet s'est développé comme ça. Dès qu'il y avait trop de dossiers, on a embauché un collaborateur. En fait, je suis vraiment partisan du fait que, comme ce que j'ai connu, moi, dans les gros cabinets, je ne voulais pas le vivre. Dès qu'il y a trop de travail, il faut que j'embauche. Et en fait, il se trouve que j'ai embauché. Et maintenant, à Paris, on est une équipe d'une dizaine d'avocats. J'ai ouvert à Nantes aussi, avec qui je me suis associé avec mon ancienne collaboratrice à Nantes. Et on a maintenant 5 avocats à Nantes aussi. Et l'idée, c'est de faire l'équivalent d'un grand cabinet d'avocats pro-employeur, mais pour les salariés. Et donc, ces cabinets d'avocats pro-employeurs. Un petit peu partout. Exactement. C'est avoir des petits awards dans la France entière. Donc, on est ouvert à Nantes, on commence à ouvrir à Lille. Et j'aimerais avoir à terme un cabinet à Lyon, un cabinet à Marseille, un cabinet à Bordeaux, voilà, toutes les grandes villes où il y a de la demande pour que le salarié soit représenté territorialement dans la France entière. Alors, avant de rentrer dans le côté un peu, je ne sais pas si c'est pas des franchises, c'est des bureaux, mais avant de rentrer là-dedans, tu l'as passé très vite parce qu'aujourd'hui, ça doit faire pas mal de temps. Mais le moment où justement tu te dis, on va faire un site web, on va mettre de la pub dessus, on va écrire du contenu, on va partager sur les réseaux sociaux, personne ne le faisait. Est-ce que tu l'as senti ou tu as été bûché des manuels de marketing, ou tu as eu quelqu'un qui te disait il faut que tu fasses ça, tu vas voir, tu vas cartonner? Comment ça s'est fait
cette dynamique-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est logique. Ouais. C'était pas du tout logique il y a maintenant 7 ans. Bah, en fait, j'ai fait une école de commerce Ok, et c'est vrai. j'adore l'entrepreneuriat. J'adore créer un truc, le voir grandir, le voir se développer et voilà. Voilà, tout simplement voir grandir le cabinet. Et donc, quand je me suis dit comment je vais faire la chose de manière, quand j'ai monté un cabinet différent de ce qui se fait dans le milieu actuel, j'ai vu les sites d'avocats vieillissants, etc. Et je me suis dit, ok, je vais faire un cabinet d'avocats extrêmement percutant, extrêmement efficace, qui permet de réserver, ok, tu veux une consultation téléphonique de 20 minutes avec un avocat, tu payes directement ta consultation, tu as le rendez-vous directement réservé en ligne, etc. Et en fait, j'adore les nouvelles technologies, je me suis renseigné, j'ai eu plein de partenariats, j'ai trouvé sur d'autres sites internet des personnes qui s'occupent du référencement naturel, du référencement payant, etc. À l'heure actuelle, je suis extrêmement bien entouré et ça a permis vraiment de monter. En fait, vraiment, je suis partisan du fait que quand tu ne sais pas faire un truc, il faut t'entourer de personnes qui savent le faire. Moi, je suis pas un dev. J'y connais rien, enfin j'y connais rien maintenant, je connais un peu, pas mal mais mieux que... mais il y a des sachants dans chaque domaine. J'estime être un sachant en droit du travail, c'est pour ça que les gens viennent me voir, ils viennent voir mes collabs au cabinet. Maintenant, quand j'ai besoin de développer un site internet, de développer la communication sur les réseaux sociaux, etc. Il y a d'autres sachants qui sont là et que je dois payer pour ça. Et donc je me suis bien entouré et c'est grâce à ça que j'ai pu développer le cabinet d'avocats. Et c'est intéressant, tu vois, j'ai eu Charles Jamet de Jaberson, je ne sais pas si tu connais un cabinet marseillais, mais ils font un peu comme toi, ils sont en train d'ouvrir des bureaux un peu partout. Et qui m'a dit exactement comme toi, c'est je prends le pli de... Je sens qu'on commence à avoir trop de taf, je recrute. Alors c'est risqué, parce que on en parlait il y a 2 minutes, la trésor, le risque de trop prendre de producteurs par rapport à ce que tu ramènes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à déléguer un peu aussi ce volet développement, ou pour le coup c'est toi qui développes encore beaucoup, et tu arrives à nourrir l'écosystème Howard via tout ce que tu as mis en place, donc pub, etc. Ou tu as réussi quand même à... Enfin, tu vois, comment tu as processé d'ailleurs, autre question, et je pense que tu peux répondre aux deux en même temps, c'est comment tu as processé l'arrivée d'un client? Tu dis qu'on peut prendre rendez-vous direct, est-ce que ça passe toujours par toi? Comment tu gères cette organisation? Parce que pour faire vivre bientôt 15 avocats, faut que ça envoie quand même. C'est-à-dire qu'il faut pas mal de dossiers qui tombent très régulièrement. Il faut des dossiers qui tombent régulièrement. Alors, déjà, les collaborateurs et j'espère futurs associés avec qui que j'ai embauché, j'ai fait en sorte que ce soit vraiment ils se sont formés à ma manière de fonctionner qui était à l'origine pas nécessairement une manière de fonctionner d'un avocat qui a fait toutes ses études du droit du travail, etc. Donc on a une vision extrêmement efficace du métier. Une vision efficace où on sait où aller dans le dossier pour être le plus efficace possible et traiter le dossier le plus rapidement possible. Une fois que j'ai formé les collaborateurs, je me suis dit, ok, une fois qu'ils sont formés au premier rendez-vous client, etc., ils savent comment signer le client. Et donc, moi, je me suis occupé de développer les différents leviers d'acquisition de clientèle. Voilà, référencement naturel, référencement payant, vidéo sur Internet, etc. Et maintenant, quand les salariés réservent, ou qu'un syndicat ou un CSE réserve en ligne une consultation, l'idée, c'est que moi, je dirige le cabinet, je peux faire les rendez-vous avec eux, mais la plupart du temps, les rendez-vous sont réalisés par les collaborateurs, sont traités par mes collaborateurs, et on travaille en équipe d'avocats. Parce que j'estime que tout seul, on ne va pas tout voir dans un dossier. Et que c'est en étant 2-3 avocats qu'on va pouvoir voir les différents, les différents enjeux du dossier. Parce que parfois, on a la tête dans le guidon, on se dit « Ok, c'est comme ça qu'il faut faire le truc », mais en parlant, en discutant du dossier, c'est là qu'on se rend compte que ah oui, il y a ça aussi qu'on peut faire, il y a ça qu'on peut faire. Et comme les collaborateurs grandissent avec le cabinet, la plupart de mes collaborateurs je les ai embauchés à la sortie de l'école du barreau et ensuite on a grandi ensemble, et ça fait qu'on connaît tous nos manières de fonctionner, on peut toujours parler des dossiers, on a grandi ensemble en fait. Et c'est ça que j'ai envie d'inculquer aussi à mes nouveaux collaborateurs qui arrivent. La formation, c'est extrêmement important en fait. Donc une fois que tu les as formés au traitement des dossiers, à l'acquisition de nouveaux clients, de nouveaux salariés, de nouveaux clients, de nouveaux dossiers, et après ça coule tout seul et le cabinet il tourne. Mais après c'est vrai qu'il faut toujours développer, il faut toujours
lancer la marche en avant parce que y a de la concurrence et de la concurrence de plus en plus féroce sur le marché. Ouais, c'est clair. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'avec cette dynamique-là, et ça doit être super cool pour le coup, pour tes collabs, c'est que tu les imbriques dans le process d'acquisition du client. Et donc, en fait, effectivement, tu es en train de former des futurs associés. Et j'imagine que c'est aussi la dynamique qui, eux, vont du coup reprendre des collabs. Exactement. Et est-ce que, là, pour parler plutôt de développement du volet Howard, tu vas rester sur le volet droit du travail à fond pour le moment? L'idée, c'est quand même de construire la boutique dédiée et d'ouvrir des bureaux, ou tu te dis, tiens, je vais peut-être ouvrir à d'autres volets? Alors, moi, là, à terme, j'ai vraiment fait ça par idéologie. J'ai créé le cabinet par idéologie. Ouais. Il fallait lutter contre les gens, pour sauver les gens qui sont en burn-out, parce que le burn-out, c'est la maladie du siècle. Tu as une rapidité de l'information. En fait, à l'époque, un avocat, il traitait des courriers. Enfin, en fait, on envoyait un courrier, il répondait par courrier, il y avait le téléphone, mais en soi, avec la rapidité de l'information, tu reçois maintenant combien de mails par jour? Tu reçois des centaines et des centaines de mails par jour. Et si tu transposes ça aux salariés, en fait, il y a une rapidité de traitement de l'information et les sociétés n'ont pas pris la mesure de ce traitement de l'information par les salariés. Donc, tu as une multiplication des burn-out, une multiplication de gens en souffrance. Et donc, je me suis un peu perdu. Mais concrètement, toi, tu veux répondre à... Enfin, tu n'as pas répondu, je comprends bien, tu n'as pas répondu à l'enjeu global encore, et tu voudrais pousser la dynamique... Typiquement, voilà, tu as raison. À l'origine, on faisait que de l'individuel, et des licenciements individuels, des négociations de départ, etc. Et des licenciements collectifs. Maintenant, je me suis rendu compte je développe de plus en plus des partenariats avec des comités d'entreprise, des CSE, des syndicats, etc., pour pouvoir avoir de nouveaux dossiers, pour pouvoir leur donner en fait accès à un service juridique externalisé. Parce que dans le droit du travail et le droit de la protection sociale, j'en fais aussi beaucoup, il y a énormément à développer avant de se concentrer sur quelque chose d'autre. Donc, je ferme pas la porte à ouvrir un autre cabinet d'avocats dans un futur... Ce serait limite un autre nom avec une autre... Exactement, mais à l'instant T, concentrons-nous sur Howard, faisons en sorte que le cabinet soit présent dans la France entière, que les collabs qui travaillent et les futurs associés ils soient heureux, que les clients soient contents de notre prestation, et après on verra si on développe autre chose, mais là, à l'instant T, c'est Howard. Et c'est intéressant d'ouvrir des bureaux. C'est comment tu envisages... l'ouverture de bureaux. Tu vois, ça c'est quelque chose dont j'ai jamais parlé sur le cheat code pour le coup. Il y a plein de cabinets qui ouvrent des bureaux à l'international ou qui ouvrent effectivement des bureaux sur d'autres villes. Comment tu sélectionnes la ville? Est-ce que ça vient parce que tu as beaucoup de dossiers qui tombent et tu as de quoi envoyer quelqu'un pour avoir une empreinte locale, ou est-ce que tu trouves quelqu'un là-bas qui a déjà une empreinte et comment tu structures? Parce que facile quand on est au bureau, comment tu fais pour réussir à dupliquer tes méthodes dans un autre endroit où c'est pas toi qui gères tous les jours? Ouais, écoute, à Nantes, ça a été un peu par hasard à Nantes, parce qu'en réalité j'avais un gros partenaire qui était une protection juridique qui m'envoyait beaucoup de dossiers à Paris. Et lors d'un petit déjeuner que j'avais organisé, je leur ai demandé où il n'y avait pas de partenaire et ils m'ont dit à Nantes. Donc en fait j'ai ouvert un cabinet à Nantes, j'ai embauché une collaboratrice au début là-bas avec la promesse de l'association. Exactement. Enfin non, elle travaillait à Nantes. J'ai pris des locaux que j'ai sous-loués. Dans le sens full remote, pardon. Oui. Dans le sens, elle n'était pas dans les bureaux, quoi. Elle n'avait pas des bureaux dédiés. Si, elle avait des bureaux. Okay. J'ai pris directement un bureau à Nantes pour pouvoir recevoir la clientèle, etc. Okay. Et en plus des dossiers qui m'étaient envoyés par la protection juridique, j'ai commencé à développer les mêmes leviers que j'ai développés à Paris. Donc référencement naturel, référencement payant, communication sur les réseaux et tout. Okay. Et les dossiers ont commencé à rentrer. Il se trouve qu'en fait la protection juridique partenaire m'a envoyé très peu de dossiers. Okay. Et donc j'ai vraiment dû... C'était à toi finalement d'aller chercher de là. J'ai dû chercher les dossiers. Et là maintenant quand j'ouvre à Lille, je fais plus la même erreur. Avant de prendre des locaux, je teste le marché. Sachant que tu peux très bien bosser de Paris à Lille. Ouais. Simplement, est-ce que tu ressens quand même qu'ils sont contents de venir rencontrer en vrai? Les gens viennent beaucoup au cabinet ou c'est... Alors, à Lille, par exemple, j'ai pris une sorte d'open space qui donne accès à des salles de réunion. Et donc, je travaille quand les gens réservent sur le site internet, ils peuvent venir en présentiel
tous les mercredis. Ok. Et donc, quand ils veulent une présence, tous les entretiens sont en visio, mais s'ils veulent une présence physique, on réserve la Mercredi, t'envoies salle quelqu'un. et on fait le rendez-vous. Et donc là, j'ai pas encore d'avocat collaborateur à Lille ou associé à Lille, mais là maintenant, comme ça prend à Lille, Tu vas bientôt envoyer quelqu'un. je vais Ou bientôt ouvrir. recruter Il là-bas. faut que je trouve des locaux et que Et je qu'est-ce que tu ouvre fais? là-bas. Tu dis à tes collaborateurs, est-ce qu'il y en a un qui est chaud d'aller à Lille avant de chercher quelqu'un sur l'île ou tu... Avant de chercher quelqu'un sur Lille, je demande si mes collaborateurs actuels sont chauds pour aller à Lille. Et si c'est le cas, Ouais. avec la Ce qui est promesse sympa. d'association, ouais. Et donc, Ils attendent ils attendent d'ouvrir à Aix et Marseille pour avoir un peu de soleil, ça, certains. exactement. Non, mais c'est intéressant parce que c'est pas facile tu ressens quand même, moi c'est la question que je me pose à chaque fois, surtout quand on fait du marketing digital, c'est est-ce que tu ressens ce besoin d'être localisé quand même les clients ont besoin d'avoir quelqu'un du coin? Alors, oui, et je le comprends parce qu'il y a vraiment tout le temps ce truc que j'ai envie d'enlever un peu dans le métier d'avocat en créant le cabinet, en créant une marque avec un logo, etc. J'ai voulu un peu dépersonnifier la relation client-avocat. Je veux que vous soyez qu'un client qui vienne voir Howard soit traité par le cabinet et pas par maître Zard, par maître X, par maître Y. Mais comme c'est quand même une relation individuelle, il y a quand même besoin de cette présence physique. Donc j'envisage pas d'ouvrir dans une ville sans avoir au moins un pied-à-terre, comme c'est le cas à Lille. Ouais. Là, actuellement, j'ai un pied-à-terre pour pouvoir recevoir mes clients s'ils veulent se faire défendre par le cabinet. Mais après, tout va maintenant avec les Ouais. outils de développement, etc., les visios, tout peut se faire à distance. Hein. Surtout qu'en droit du travail, tu n'as pas de territorialité. Je peux plaider dans la France entière. Donc, Ouais, bah oui. Mais c'est pour ça que je me pose toujours cette question-là. Et dans un sens, tu sais, je me dis toujours que pour certains, peut-être que c'est une forme de positionnement que d'avoir une localité. Mais j'ai toujours l'impression, tu sais, quand on produit le site d'un client, on leur dit est-ce que vous voulez qu'on pousse, je sais pas, vous êtes avocat à Lille, est-ce qu'on pousse le volet lillois? Ou est-ce qu'au final, vous voulez vous défaire et dire je travaille dans toute la France? À mon sens, c'est toujours la même chose. C'est si vraiment ils veulent développer cette localité, je trouve que c'est pertinent parce que je sais pas, je suis à Lille, je tombe sur un avocat dédié au licenciement à Lille, je me dis je suis tombé au bon endroit. Alors que c'est vrai que si je vois que c'est un bureau français, que je suis à Lille, surtout qu'en droit social, tu ne traites pas avec des gens qui ont peut-être l'habitude d'avoir un avocat. oui. Donc ils ont peut-être cette vision de se dire attends, il faut que je sois proche de mon avocat. Donc c'est intéressant de pousser Ne cette serait-ce que dynamique-là. pour le référencement aussi local. Oui, parce que dès que tu ouvres un bureau, tu as une Ouais. fiche Google My Business Exactement. dédiée. Mm. Et ça, pour le coup, j'imagine que toi, tu as des bons retours là-dessus, mais pour ceux qui ne savent pas, une fiche Google My Business, c'est ce qu'on crée quand on a un établissement. Et ils se sont, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils se sont vachement endurcis quand même. Ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas ouvrir des bureaux n'importe où. Mm. Et je pense qu'il y en a qui ont abusé. Mais je sais que, par exemple, des plombiers ou moi, mes potes, ils sont tous artisans. Et leur fiche, elle génère quand même beaucoup de business sans pour autant... Alors, eux, ils sont bons. Je ne vais pas dire qu'ils sont mauvais, mais de toute façon, on ne dit pas de nom, donc on s'en fout. Mais en l'occurrence, il y en a beaucoup qui ont multiplié les fiches. Et donc, aujourd'hui, ils peuvent être un peu chiants. Mais pour le coup, sur des sujets dédiés à des particuliers, alors je pense pas trop en IP IT, tous ces trucs-là, c'est plus compliqué. Mais sur du pénal, du social, du divorce, de la succession, les fiches Google, elles génèrent quand même beaucoup de business. Donc, intéressant d'aller avoir des bureaux partout en France et d'apparaître partout, quoi. Exactement. Et ils ont un vrai contrôle. Tu as raison. Par exemple, quand on a ouvert à Lille, il fallait qu'on soit présent sur le lieu pour filmer la vidéo, l'endroit où on se trouve et tout. Ouais. Avec une plaque, etc. Ouais. Enfin, ils demandent pas mal de trucs. Mais pour le coup, ça c'est un vrai conseil. C'est toi, ta fiche, dès qu'un client a été satisfait, comment tu vas demander un avis, tu pousses la demande d'avis, ça se fait naturellement, comment tu... Alors, soit ça se fait naturellement, mais ce qui est embêtant avec ce truc, c'est que moi, mon mental, il est aussi, je te disais qu'il est influencé par ma trésorerie, il est influencé aussi par les avis la Google. qualité de En fait, satisfaction. un gars qui est content, il n'y a pas nécessairement mettre un avis. Un gars qui est mécontent, il va souvent mettre un avis. Et ça, c'est ultra... Et là, on traite beaucoup de dossiers. La plupart des clients sont satisfaits. Ils ne vont pas nécessairement mettre des avis. Et donc, dès qu'il y a un mauvais avis, il faut se rapprocher de nos clients qui étaient contents pour leur dire, écoutez, voilà, c'est important que vous mettiez un bon avis, etc. Moi, je ne vais pas le faire de moi-même. À la fin de chaque dossier, je ne vais pas dire, mettez un avis, il faudrait le faire. Mais j'aime pas ce truc de dictature de l'avis. Ouais, mais c'est la carte à jouer pour le coup, pour que
ta fiche elle booste, mais pour le coup vous avez plein d'avis, vous êtes super bien noté en l'occurrence. Ouais, je crois qu'on doit être le cabinet de droit du travail avec le plus de d'avis, notes. Et parce que vous faites quand même beaucoup de, vous avez beaucoup de dossiers qui tombent. Énormément. En termes de taille, ça envoie donc en plus dédié à ça. Et vous avez souvent un cabinet en M&A, il a quoi? Il a 10 clients l'année, allez, peut-être un peu plus, mais voilà, sur des petites prestats, mais les grosses prestats, voilà. Donc c'est 10 avis max par an. Vous enchaînez plusieurs dossiers par mois. Donc, on doit avoir peut-être une dizaine de dossiers qui rentrent par semaine. Sans compter, dans les dossiers, quand je compte un collectif, je compte un dossier, alors que c'est une centaine de personnes. Quoi. Donc on a beaucoup de dossiers. Par contre, et c'est vrai que quand tu demandes aux gars de laisser aux clients de mettre un avis, ils vont se dire ah oui, on n'a pas pensé, bien évidemment on va en laisser un. Bien sûr. Mais c'est vrai que d'eux-mêmes, voilà, ils ont la prestation, ils sont terminés. Mais même quand on est au resto, qu'on nous le demande à la fin, on oublie. Donc c'est vrai que pour l'avocat, c'est pas forcément intuitif. Mais et pour autant, il faut pousser à mon sens. Ça, c'est le volet un peu développement de Warn, c'est-à-dire que tu vas aller ouvrir des boutiques un peu partout. Donc si tu as des avocats en droit social qui veulent... Est-ce que ça t'intéresse de rencontrer, on fait un petit message pour des avocats en droit social qui voudraient rentrer dans le jeu? Tu es à la recherche, tu es à l'écoute de ça? Bien évidemment. Moi, je suis jamais... Pour te donner un exemple, quasiment tous les bons stagiaires qu'on a eus, j'aurais proposé une offre de collaboration à la fin. En fait, à partir du moment où je passe jamais à côté de la compétence, quand quelqu'un est compétent, j'estime que ça va nous apporter de la richesse, de la force. Et donc là, actuellement, on est un peu bien serré dans les locaux parce que je n'avais pas prévu qu'on soit dans les locaux parisiens. Ce qui n'est pas le cas à Nantes, on a encore un peu de place. Mais dans les locaux parisiens, on est un peu serré. Mais oui, si jamais je dois recruter, si jamais il y a un beau profil qui se présente, déjà, là, je pense à changer de locaux parce que j'ai besoin de place et parce que j'estime que la place amène aussi le développement du cabinet. Ça va me pousser à recruter des gens, etc. Et bon, là, on travaille en open space, donc on a... quasi open space, donc on a il y a une très belle émulation, on se pose tous des questions, etc. Mais il y a un moment où je pense qu'il faudra que je change de locaux pour avoir un peu plus grand et pour pouvoir encore recruter. Et tu parles de 10 dossiers semaine. Est-ce que, puisque justement vous êtes dédié aux salariés, vous avez mis en place une espèce de process? Est-ce que d'ailleurs vous êtes outillé avec un outil de gestion au sein du cabinet pour faciliter le processus d'un dossier? Et qu'est-ce que vous avez mis en place si vous avez fait quelque chose? Alors déjà on a un outil de gestion, je ne sais pas si je dois donner le nom. Tu peux, on utilise Cleos depuis la création du cabinet. Et un logiciel de gestion ultra efficace. Et une fois que le client signe... Ils utiliseront le passage, ils demanderont. En tout cas, ils ont dès qu'on signe une convention d'honoraires, le dossier il est fait... on crée un dossier papier, on crée un dossier sur Cleos, et en fait on a tout le suivi du dossier avec... la première chose que je demande à mes collaborateurs, c'est la deadline du dossier déjà, parce que ce qui fait plus peur aux avocats, c'est les dates. Si on saute une deadline, le dossier est périmé. Et on peut plus agir. C'est la prescription, donc il n'y a rien de pire qu'une prescription. Donc on ouvre un dossier, date de prescription, et après on rentre toutes les infos du dossier, tout ce qui est facturation, etc., avec les relances automatiques. Tout peut très bien se faire automatiquement. Mais là, par exemple, je te donne un truc tout con, ça se trouve c'est pas le cas, mais un formulaire envoyé au client où il doit remplir ses infos qui tombent dans Cleos, ou pas du tout, c'est des choses qui sont en fait, quand il signe la convention d'honoraires, on a toutes ces informations. Ah ok, d'accord. Vous avez déjà ces infos-là. Donc on a l'information, on ouvre la fiche client et ensuite il envoie les pièces du dossier et on lance le truc. Et vous êtes un peu outillé, est-ce que d'ailleurs il y a le besoin, parce que c'est peut-être ça se trouve il n'y a pas besoin, est-ce que vous êtes outillé d'outils un peu d'IA pour gérer la prod, etc. ou pas du tout? Ouais, bien sûr. Pour gérer la prod, non, pas encore, pas encore assez. Moi je suis fan d'intelligence artificielle, donc je regarde tout ce qui se fait. Donc j'ai des outils d'intelligence artificielle via les prestataires juridiques. J'utilise pas trop ChatGPT, quasiment pas, parce qu'il y a un vrai problème RGPD. Mais par contre, j'ai des outils d'intelligence artificielle. Tu utilises quoi pour outils génial, la liaison? J'ai Doctrine, Predictis. Et je développe au niveau interne une IA aussi. Qui soit plus vraiment, pour vous, quoi. Qui soit
pour le cabinet qui me permettent voilà. Qui gère ça? T'as mis un mec On a un un dev, dev en interne? qui gère, ouais. Externe ou Non, interne au externe, cabinet? externe. Ok. Et ça, ce serait pour vous défaire un peu aussi des outils actuellement en place et avoir une forme de gestion. Enfin, j'imagine en fait tu veux intégrer un peu tes process à toi au Oui, sein c'est de ça. cette IA. C'est ça, c'est que tout soit fait au niveau gestion, tout soit plus automatisé en réalité. Ok, trop bien. Ah bah, à mon avis, j'imagine que même si il y a un humain derrière chaque dossier, il y a des histoires derrière chaque dossier, j'imagine quand même que c'est toujours un peu la même dynamique et que le process va faire que tu vas pouvoir scaler un peu le modèle. Et même pour tes collaborateurs, c'est de se dire, bon, la paperasse et le process sont là, maintenant qu'est-ce qu'on peut aller tirer du dossier qui est vraiment intéressant que les autres n'auraient pas vu, quoi. Bah, il faut utiliser l'IA sur justement sur tout ce qui peut s'automatiser, Ouais. mais par contre, il y a toujours l'humain derrière un dossier. Et en fait, moi j'ai traité on a tellement vu de cas de figure. Je t'ai dit, on a eu vraiment 10 dossiers au minimum par semaine. Donc concrètement, on a tellement le cas de figure j'ai vu tellement de choses, je connais tellement tout ce qui peut se passer, je sais exactement comment Ouais. l'employeur va T'as tout réagir. foutu dans une IA. T'as Mais mis non, ton mais- cerveau dans un. mais déjà, non, pas encore, mais j'aimerais bien. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, même sans IA, je sais, au premier rendez-vous, je peux dire exactement au client, Ouais. ok, on va envoyer une lettre d'avocat, il va se passer soit ça, soit ça. Après, j'aime bien que la personne Ouais. sache Une espèce exactement de- où ça va aller. Trop bien. Mais par contre... Ce qui rassure vachement, j'imagine. Ouais. Oui, en fait, je dis, en sortant du rendez-vous, il faut que vous sachiez où vous trouvez. C'est-à-dire que dans 2 mois, si on se reparle, vous devez savoir exactement où vous trouvez. Est-ce que vous êtes en phase de négociation? Est-ce que vous êtes au niveau prud'homme parce que la négociation a échoué, etc. Donc, tout doit être timé et il faut que le client ait Bien en sûr. tête ce qui va se passer. Et donc, j'ai vu tellement de cas que je sais à peu près tous les cas de figure qui peuvent se passer. Je sais aussi comment débunker des cas un peu tendus. Mais voilà, donc l'idée, c'est vraiment de pousser au maximum le développement et surtout, fort de cette expérience automatique en réalité, de pouvoir la personnaliser à chaque fois au dossier. Donc pouvoir écouter le client. En fait, tout le temps que tu gagnes en automatisant un peu, te permet d'avoir plus de relations clients, de pouvoir lui dire voilà, il va se passer ça, voilà la lettre que je vais rédiger, en effet, voilà comment tu veux que je la complète, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ok, et en fait vraiment d'avoir un dossier sur mesure, vraiment, et que le client soit pas un numéro parmi 1000 numéros, mais vraiment qu'il y ait un dossier qui soit vraiment traité de bout en bout et personnalisé au client. C'est ultra important quand tu fais du droit du travail d'avoir cette écoute de la personne. En fait, on a un peu un psy aussi quand on fait du droit du travail. Et puis, c'est con, mais tu vois, au début, tu m'as parlé au tout départ que tu avais monté tes prix au fur et à mesure du temps. Parce que tu voyais qu'en termes de gestion de trésor et gestion de cabinet, c'était plus faisable. Mais plus tu vas processer comme ça, peut-être plus tu vas finalement pouvoir revenir à des prix encore plus bas, être encore plus compétitif et arriver, ce qui n'est peut-être pas nécessaire, parce que ça se trouve, tu vas rester sur une prix de prestation qui est haut, mais au moins tu augmentes les marges, tu permets de développer le truc, c'est intéressant. Ouais, après, j'essaye aussi, maintenant, alors qu'à l'origine, je basais vraiment le prix du forfait sur l'ancienneté, exclusivement sur l'ancienneté du salarié, parce que tu sais, Macron, en 2017, quand il est au pouvoir, il a créé son barème Macron, son barème d'indemnité maximale qu'on peut avoir au prud'homme. Et donc je me suis dit, ok, il base ce barème que sur l'ancienneté et pas sur la souffrance de la personne. Donc moi, mes forfaits, je les basais sur l'ancienneté. Mais la jurisprudence a fait que... Non, malheureusement, c'est à peu près toujours le cas. Mais enfin, tu pourras jamais dépasser, à part si tu arrives à aller prouver du harcèlement, de la discrimination, etc., ou des préjudices distincts. Tu vas toujours être, en tout cas pour le licenciement, s'il n'y a pas de harcèlement, discrimination, d'atteinte au droit fondamental du salarié, tu vas rester sur le plafond du barème Macron. Donc en fait, tu vas avoir pourcentage du salaire annuel. Par exemple, 6 mois de salaire si tu as 5 ans d'ancienneté. Donc moi, ce que je disais, c'est ok, tu as entre 3 et 6 ans d'ancienneté, tu vas payer tant d'euros. Mais en fait, je me suis très vite rendu compte que ce qui me semblait à l'origine égalitaire ne l'était pas, parce que tu avais des cadres avec 10 000 euros de salaire par mois qui payaient le même prix que des techniciens de surface au SMIC. Et donc, en fait, maintenant, je donne juste des vraies grilles de tarification. Donc, si tu viens, la négociation va se passer entre
tel plancher, tel plafond. Et en fait, en fonction de la difficulté du dossier, de l'ancienneté du salarié, du salaire du salarié, je vais pouvoir un peu adapter. Voilà. Qui vont influencer le delta du prix. Et puis j'imagine que tu as un prix d'entrée quand même pour chaque dossier. Ok, trop bien. C'est intéressant en vrai, parce que tu vois, fixation de prix, pareil, pour un avocat, c'est toujours une grande question. Et puis je trouve que le volet... Je ne sais pas si aujourd'hui tes prix... je crois que tes prix sont encore affichés. Oui, c'est encore affiché. Mais tout le monde se pose la question, est-ce que je dois mettre mes prix sur mon site internet ? Il y en a qui vont dire que ça fait cheap, il y en a qui vont dire en fait j'ai pas envie, je vais perdre l'acquisition. Et moi le premier, j'avais tendance à dire si vous ne savez pas et que c'est pas clair, vous ne les affichez pas, parce qu'en fait vous allez vous y perdre et vous allez être mis en porte-à-faux si finalement c'est pas ce que vous allez annoncer. Mais quand c'est hyper clair, la réalité des choses c'est que ça rassure à fond. Et il y a un autre exemple, c'est un avocat qui s'appelle Mathieu Paco, qui est passé sur ce podcast aussi, qui lui est solo, il veut rester solo et il voyage partout dans le monde et en même temps il gère son cab et lui c'est liberté à fond, et il a affiché ses prix parce que pareil il s'est dit je suis agressif, je suis hyper efficace, j'utilise des outils qui me font aller beaucoup plus vite et ça intéresse beaucoup de gens. Et en fait il touche des startups en plus qui sont souvent aiment la clarté, et le fait de voir un prix c'est ok, j'y vais. Donc parfois, à moins que vous mettiez en gros c'est 100 000 balles minimum, là normalement il devrait y avoir quand même des gens qui appellent, quoi. Ah oui, mais il y a des gens qui appellent, il y a mes forfaits, il y a déjà les forfaits pour les premières consultations, il y a tous les forfaits qui sont affichés sur le site, en tout cas le forfait minimal et le forfait maximal. Et en fait, dès que le client vient, on lui dit voilà, écoute, en fonction du dossier que tu m'as raconté, etc., mon forfait va être le suivant. Ici, une convention d'honoraires. J'ai aucun dossier où il n'y a pas de convention d'honoraires de signer. Et comme ça, tout est prévisible. Et aussi, je permets, parce que comme j'ai un peu augmenté mes prix, mais que j'ai toujours... il n'y aura jamais de discrimination, entre guillemets, entre la catégorie socio-professionnelle d'un salarié. Je permets, en fait, si la personne me dit « Ah non, mais là, maître, je ne pourrais pas payer les frais d'avocat », je peux échelonner les paiements à un nombre. J'essaie de limiter, parce qu'au niveau trésorerie, c'est très difficile à gérer, mais je ne passerai jamais à côté. Pas trop de récurrents, quoi. Toi, à part finalement des bons partenariats, qui n'est pas vraiment du récurrent. Ils vont m'apporter des trucs et tant que ça se passe bien, ça garde. Mais tu n'as pas trop de récurrent. Donc tu scales un cabinet. J'ai du récurrent parce que j'ai commencé depuis 1 an et demi à bien développer les partenariats avec les comités d'entreprise. Et là, ils payent un abonnement là, ils payent un abonnement. Dès que l'abonnement se termine, ils renouvellent la convention d'honoraires, etc. Et là, ça apporte de la visibilité. Exactement. C'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Il faut quand même avoir des beaux clients pour pouvoir proposer tu peux pas proposer un abonnement à un mec qui va être licencié une fois, quoi. Donc c'est intéressant, et puis ça te permet du coup de construire le Howard que tu es en train vers où tu vas. Après, il faut se dire aussi que les forfaits c'est ce qui nous permettent de faire tourner le cabinet de faire tourner le cabinet, de pouvoir traiter le dossier. Parce que sinon, on peut pas vivre. Par contre, ce qui va nous permettre de gagner, entre guillemets, un peu d'argent, comme pour le salarié en réalité, c'est l'honoraire de résultat. Et mes honoraires de résultat aussi sont affichés en ligne, sont affichés... c'est ce qui nous permet. Les forfaits, c'est vraiment sur le fond de roulement. Ça me permet d'être... Et ça t'arrive de quelqu'un qui vraiment n'a pas d'argent et est complètement perdu par rapport à ça, tu dis ok, on va réduire la quantité de base et on va faire monter le résultat, et ça vous met un peu gagnant-gagnant, dans le sens où lui au moins il est accompagné. J'essaie, en fait, t'évites ça. Comme tout est affiché en ligne, j'estime que la personne, quand elle prend rendez-vous avec nous sur le site internet, elle sait à quoi s'attendre. Maintenant, et puis vu la quantité de dossiers, tu peux pas non plus faire du cas par cas, quoi. Il y a un moment aussi. Mais après, voilà, si la personne est vraiment en difficulté financière, qui a un coup dur de la vie, etc. Bien évidemment. Mais après, vous êtes tout le temps touché. Tout le monde a des. Finalement, ça doit être assez un peu même parfois triste quand tu es avocat dédié au côté salarié, parce que tu vis des histoires où les gens te racontent la misère, et donc il y a un moment où effectivement ça reste une boîte, et tu m'as dit que tu es très entrepreneur, et il y a un moment quand tu es un entrepreneur, il faut aussi se dire c'est quand même les chiffres qui vont parler à la fin, et moi aussi il faut que je vive mes pauvres gars qui m'ont fait confiance, donc à un moment il faut que ça suive le process, et tu peux pas non plus faire que tu peux pas tout adapter. Je voulais reparler on n'en a pas trop parlé parce qu'on a
été vite sur le volet développement et tu as vite expliqué comment tu as fait grossier, mais tu t'es aussi vite lancé en vidéo. Ouais. Et ça, je suis curieux de savoir comment ça. Alors, tu m'as dit que c'était un pote à toi qui fait de la vidéo et limite vous y passez du bon moment et ça Ouais. vous fait bien kiffer de faire de la vidéo. Mais à quel moment tu t'es dit, ok, je sens qu'il y a, il y a un monde où c'est là où je vais aussi développer le plus. D'ailleurs, peut-être tu pourrais nous dire un peu, à ton avis, d'où viennent le plus tes clients. Est-ce que c'est via la vidéo? Est-ce que c'est du SEO? Est-ce que c'est la publicité? Est-ce que c'est le global? Mais comment tu t'es dit, vas-y, je vais montrer ma tête? Ce qui est pas surtout quand on est un ancien de chez Gide et où on sait que là-bas, à mon avis, c'est pas très bien vu et tu as été biberonné, j'imagine, un peu à ça. Pourquoi tu t'es lancé sur de la vidéo et qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que ça a vite marché? Alors, en fait, je me suis lancé sur la vidéo pour une raison toute simple. Concrètement, je t'ai dit, à la base, je faisais pas de droit du travail, je faisais de la FUSAC. Et en fait, j'ai très vite compris que ma logique de réflexion était celle du droit du travail. En fait, quand j'aidais un client à répondre, quand un client me posait une question et que je répondais au tout début un peu au feeling, je me rendais compte, quand je vérifiais dans les textes, que en fait, ma réponse était celle qu'apportait le droit du travail et la jurisprudence. Et je me suis dit, ok, bah, si c'est logique pour moi, ça doit être logique pour plein de monde en réalité. Et donc, j'ai voulu donner cette logique, cette simplicité dans le droit à tous les salariés pour qu'ils puissent se défendre. Parce qu'en réalité, moi, je préfère avoir un dossier où le salarié a pris en compte mes conseils de récupérer des écrits pour se défendre, s'il souffre de harcèlement, d'envoyer des mails, etc., de faire des mails d'alerte, que d'avoir un dossier où le mec me dit bah, j'ai souffert de harcèlement, mais voilà, j'ai rien à mettre, j'ai pas de preuves. Et donc j'ai voulu donner cette connaissance aux salariés pour qu'ils puissent se défendre, pour s'en sortir par eux-mêmes. Et s'ils n'arrivent pas à s'en sortir par eux-mêmes, bah, en fait, une fois qu'ils viennent me voir, bah, ils ont les outils pour se défendre grâce à un avocat. Ouais. Donc en fait, ça m'a permis, en vulgarisant le droit du travail, de donner un peu cette connaissance que moi à l'origine j'estimais logique, mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas logique pour plein de monde. C'est sûr. Et donc j'essaye d'apporter cette logique. Découvrir ça après coup, ils étaient dégoûtés, ils auraient dû dire putain j'aurais dû écouter plus tôt. Bah oui. Et donc j'ai commencé comme ça en me disant voilà les termes les plus simples du droit du travail, je vais encore plus les simplifier. Les termes compliqués, je vais les simplifier aussi. Ouais. Et en fait, on va faire une sorte d'école de défense en réalité, d'école de défense sociale à destination des salariés. Et donc, moi, quand je parle aux clients, quand je parle sur les vidéos, je n'ai pas de cité de jurisprudence, je vais juste donner des termes, je vais dire voilà, tu souffres de harcèlement, voilà comment il faut agir. On ne paye pas ton salaire, voilà comment il faut agir. Voilà ce qu'il faut faire, etc., point par point. Et comme ça, le salarié a tous les éléments pour se défendre par lui-même. Et si jamais il ne peut pas se défendre par lui-même, ou qu'il est en tension, etc., ou qu'il ne peut pas le faire parce que des salariés en burn-out, parfois, ne peuvent pas se défendre par eux-mêmes, bah, ils vont voir le cabinet, et on leur apporte la défense à laquelle ils ont droit. Mais est-ce que tu sens que, justement, grâce à tout ça, quand les mecs arrivent, je dis mec, mais peu importe, un homme avec un grand H, quand tes clients viennent vous voir, ils sont limite beaucoup plus près. Enfin, tu sais, ils ont regardé plein de vidéos, ils disent ah mais j'ai déjà ça, oui j'ai déjà prévu ça, tout est prêt quoi. Est-ce que tu as quand même cette dynamique-là ou non finalement ils viennent 2-3 vidéos et en fait ils t'appellent quoi. Ouais, ça, c'est pas... En réalité, dans les faits, mon idéal ne se rapporte pas à ma pratique. Concrètement, il n'y a pas... Ils ont des tips mais ils n'ont pas... Exactement, les dossiers ne sont pas très bien faits, etc. Donc on va les aider à organiser le dossier, à créer, quand ils viennent me voir au tout début du conflit, ça nous permet de vraiment organiser une stratégie de sortie, mais parfaite. Quand ils arrivent, une fois qu'ils sont licenciés, quand ils n'ont plus accès à rien du tout, c'est plus difficile, mais on a quand même les outils pour le faire. Mais oui, en fait, je pense qu'en termes de vidéo, je ne touche pas encore assez de personnes. Et tu me disais si les gens venaient plus sur les vidéos, par quel canal d'acquisition ils venaient plus. Ouais, c'est plus référencement naturel, référencement payant. C'est plus de la pub et du contenu qui génère de... C'est ça, de plus en plus maintenant. Pourtant, tu as beaucoup de contenu vidéo et tu as quand même pas bien suivi. Hein. Ouais. Mais bon, je pense que c'est aussi une vague, tu sais, qui grossit. Et à un moment, les mecs, ils sont tellement vus que, bon, ça y est, maintenant j'appelle. Mais bon, je sais pas. Après, il y a de plus en plus de personnes qui viennent par TikTok. Alors moi, je connaissais pas du tout TikTok. Toi, tu publiais parce que tu publiais surtout. C'est ça. Et en fait, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me voient sur TikTok. Là.
actuellement, et ça rapporte des dossiers aussi. Ça se prend. Mais c'est pas forcément des jeunes. Pas nécessairement, non. Ouais, c'est marrant. Mais ça veut dire que ça s'est démocratisé, que c'est intéressant. Et on se foutait de la gueule des gens qui étaient sur TikTok il y a 5 ans, et maintenant, en fait, regardez, vous avez perdu peut-être 100 000 balles de chiffre d'affaires parce que vous n'avez pas été capable de cliquer sur le bouton. Parce que je sais pas si tu as un outil qui publie automatiquement sur tous les réseaux, ou ça c'est délégué à une agence. Ouais, c'est délégué à une agence, ouais. Ok, parce que pour le coup, je connais encore plein de gens qui me disent « Ah oui, mais il faut publier sur ça, puis sur ça, puis sur ça ». Aujourd'hui, il y a des outils, vous mettez le truc une fois, ça se publie partout, et on n'en parle plus, quoi. En fait, j'ai tellement de... Bon, ça, je pourrais le faire, je comprends comment ça fonctionne, je pourrais le faire par moi-même. Non, mais il faut savoir déléguer des trucs. J'ai tellement de travail sur le droit, sur mes dossiers, etc., que je ne peux pas me permettre... Bien sûr. Je permets de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir parler d'égal à égal avec le prestataire, mais je ne peux pas me permettre, moi, de publier des vidéos, etc. Ouais. J'ai pas le temps. Mais allez voir les vidéos quand même en parallèle. Je pense que Hugo, il leur a montré en même temps des vidéos, des exemples. Mais je trouve que tu touches le bon fil entre conseils. On respecte le métier d'avocat parce que des vidéos où c'est pas du tout j'ai niqué cette boîte, j'ai pris 200 000, je vais vous expliquer comment j'ai fait, et en même temps des conseils vulgarisés. Moi je le dis tout le temps, je pense que tu l'as eu peut-être au tout début, mais il y a une espèce de peur de pas plaire aux confrères, et donc de pas être au niveau par rapport aux confrères en se disant ah mais lui regardez ce qu'il dit, c'est pas exactement ça. En fait les clients ils s'en foutent, ils ont besoin de comprendre déjà, et si tu arrives effectivement avec gros arrêt de jurisprudence, explication de l'article, lecture de l'article, il y en a qui font ça, mais personne ne va regarder, et personne ne va s'arrêter, peut-être des confrères et encore. Et donc accepter de se mettre au niveau de son interlocuteur, parce que c'est comme si tu parlais, je dis pas que les gens sont moins bons, simplement c'est ton truc. Moi si je parle de site internet, que je commence à parler même de SEO référence, même le mot SEO pour beaucoup de gens c'est lunaire, et donc il faut se mettre à la place, et ça vous avez réussi à bien le faire. Et du coup je me suis demandé si effectivement ça avait bousculé encore plus le cabinet, mais pas forcément, ce que tu me dis. Pas forcément. Mais ça commence à... Par contre, c'est vrai que l'idée... Moi, j'ai toujours été partisan du fait que fallait un peu dépoussiérer, je dis pas qu'elle était poussiéreuse, mais la profession d'avocat. Elle était un peu poussiéreuse sur certains points. Elle était un peu poussiéreuse. Mais je me suis dit qu'il fallait apporter un peu de neuf, que ce soit dans la gestion du cabinet, que ce soit dans la gestion avec la clientèle, que ce soit aussi au niveau de la communication. Mais j'ai toujours pensé le faire dans le respect de la robe et le respect de la profession. Et je pense, et comme de fait, quand je parle, quand j'échange avec mes confrères ou consoeurs, quand je négocie, quand je les vois en audience, vraiment, il y a toujours, je fais en sorte de respecter toujours la confraternité. Je pense que mes confrères ne voient pas d'un mauvais œil comme ils peuvent voir d'autres confrères qui communiquent aussi sur les réseaux. Moi, pour le coup, j'essaye vraiment d'être totalement en ligne. Et tu n'as jamais eu de problème d'ailleurs? J'ai jamais eu de problème avec mes confrères. Juste dans quelques dossiers où ça a vraiment frité sur le dossier parce que le contradictoire n'était pas respecté par le confrère, etc. Et donc je me suis emporté, mais en général, mais dans ce cas, tout se passe bien. Tout se passe bien, et j'ai jamais eu de problème avec mon barreau, avec mon ordre. Tout se passe très bien. Mais tant mieux. Ouais, mais il n'y a pas de raison que ça bouge. Enfin, franchement, quand c'est bien fait comme ça. Et puis tu vois, là, j'étais sur La Roche-sur-Yon et je parlais justement à un ancien bâtonnier de je sais pas si c'est La Roche-sur-Yon ou c'est non, je crois que c'est La Roche-sur-Yon, peut-être La Rochelle, je sais pas exactement où est l'ordre, mais enfin où est le barreau, mais peu importe, en Vendée. Et on parlait de référencement, de publicité, etc. Il était complètement d'accord. Et tu vois, j'avais donné des exemples. Tu n'en faisais pas partie, mais il y avait des avocats qui faisaient de la vidéo. Et ils disaient, mais c'est très bien ça. Enfin, franchement, il faut y aller. Il ne faut pas mettre de barrière sur ça. Sauf quand, effectivement. Mais c'est tellement du bon sens. Et peut-être qu'il y a des avocats qui ne le captent pas. Enfin, parfois, c'est aussi c'est difficile de toucher la limite entre... Non, là, on est ridicule. Il faut pas publier ça. Effectivement, là, tu mets à mal la profession. Et c'est vrai que c'est difficile, mais c'est un débat qu'on devrait avoir, tu vois, avec... Il faudrait qu'on fasse un espèce de grand débat avec des plus clivants, des moins clivants, et essayer de
poser les choses à plat et peut-être 2-3 personnes de l'ordre parce que ça mérite. Mais c'est sûr c'est que un grand sujet. Ça évolue parce que Il faut que ce soit plus clair en fait les limites. Ouais, exactement. De plus en plus, on ouvre la possibilité à l'avocat de faire de la communication, de faire de la publicité entre guillemets. Mais c'est très peu clair pour beaucoup de confrères. Donc c'est sûr qu'il faut. Mais moi, il y a plein de gens qui me disent, tu vois, tu faisais de la pub sur Google, tu as encore des gens qui m'ont dit, mais on a le droit de faire ça. Ouais. Est-ce qu'on a, tu vois, on n'a pas le droit de le faire chez les notaires. Je sais même pas pourquoi ils ont pas le droit de le faire. Enfin, c'est leur ordre, c'est comme ça. Mais il y a plein de gens, ils savent pas. À la limite, pour toi, tant mieux, ça te fait baisser le coût par clic. Ouais. C'est pas plus mal. Mais c'est intéressant. Et toi qui as un peu justement cette vision-là sur la com, t'envisages de nouveaux un peu formats, des nouvelles choses, un peu d'autres manières de communiquer, ou là tu vas te concentrer sur la création des bureaux. Mais comment, tu vois, parce que de plus en plus de gens vont s'y mettre. Toi, ce qui est bien, c'est que tu as pris de l'avance. Tu as une communauté qui se construit. SEO, c'est du long terme aussi. Je te vois apparaître beaucoup, tu vois, sur Perplexity, souvent. Dès que je pose des questions en droit social, etc., je vois souvent le cabinet. Donc, tu es déjà dans le volet. J'imagine que tu as déjà des clients qui viennent via ChatGPT. Ouais. Ça arrive souvent. Et là, pour le coup, j'ai rien fait sur ça. Mais en fait, c'est comme lié au j'étais SEO, en sur fait. Bing, Ouais. j'ai été, je suis référencé dans le meilleur cabinet d'avocat en droit du travail. Ah, mais c'est sûr. ChatGPT. Et parce qu'en fait, c'est du SEO. Mais les gens comprennent pas. Ils se disent, ça sert à rien de faire du SEO. On est en train de se faire remplacer par ChatGPT. Mais en fait, tu es sourcé. Et à chaque fois, je te vois sur plein d'enjeux du droit du travail. Donc, tant mieux. Tu as déjà cette porte-là qui est ouverte. Et comment tu envisages les autres portes, tu vois? Alors, déjà, je te l'ai dit au début, avant qu'on soit filmé et tout, je comprenais pas pourquoi mon nombre de followers, etc., sur TikTok, Instagram ne décollait pas énormément. Et en fait, mon community manager m'avait dit, mais il faut que tu fasses plus de vlogs. Et donc j'ai commencé à me filmer en sortie. Ça se fait. Me faire déjà. Moi, filmer avec mes animaux de compagnie, mes enfants et tout, jamais. Je supporte pas. Ok, d'accord. J'imagine ça. Non, je peux pas. Mais par contre, je me pas. suis dit, ok, je le ferai jamais. Mais je me suis dit, au sortir d'une audience, dire, sans dire la société, sans dire le nom de la client, mes sentiments de prélèvement, donc me filmer face caméra et dire ce qui s'est passé lors de l'audience, mon sentiment de plaidoirie, c'était quoi les enjeux du dossier. Ça, je me suis dit, ok, ça peut apporter plus de proximité. Et en fait, j'ai commencé à me filmer comme ça depuis 10 jours. Et j'ai vu qu'il y a énormément de suivi. Et les gens posent des questions et les gens, ça les intéresse et tout. Ouais. Donc, je me filme comme ça au sortir d'une audience. Ça te prend 5 minutes. Ça me prend 5 minutes. Ça te minutes. permet de poser le truc à plat aussi en plus. Et même, même de réfléchir aussi au truc. Je me dis, ok, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et en fait, c'est un côté agréable en fait, d'en parler. J'ai jamais compris. Ça fait un journal de bord. Ouais, exactement. Et donc, j'ai commencé à faire ça et j'ai commencé aussi à faire un petit podcast sur des cas particuliers qui m'ont beaucoup marqué. Et donc, je prends une affaire, par exemple, que j'ai eue sur du... Tu filmes ou tu fais juste audio? Je filme. Le premier était que audio et tous les autres sont voilà. Et ça, en fait, ça me permet d'avoir, en m'étendant sur la longueur et tout, de pouvoir expliquer un cas totalement avec ce qu'on a défendu, les enjeux, comment on a pu agir stratégiquement, ce qu'on a fait pour réussir à gagner, comment on a aidé la cliente et tout, et en fait, ou le client. Et en fait, ça, c'est un format différent qui permet aussi aux gens. La dernière fois, les premiers podcasts, le premier podcast que j'avais fait, je m'écoutais pour la première fois. Déjà, je supporte pas trop ma voix à la radio. Ça, je crois que personne sa voix. Si on n'entend pas la même qui sort, quoi. Déjà, petite parenthèse, je comprends pas, mais quand je parle au téléphone aux gens, ils pensent tous que je suis une femme. Parce que tu as une voix plus aiguë. À la fin, ils me disent merci madame. Merci madame. Et ça, il n'y a rien de plus frustrant. C'est clair. Quand tu as parlé pendant 1 heure avec la personne et qui te dit merci madame. Alors qu'elle pourrait dire maître, c'est pas féminin, c'est pas masculin. Mais le merci madame, à chaque fois, il me. Je trouve ça va, on entend. Parce que moi, je te vois, donc c'est différent. Forcément, en tout cas, moi, mes collaborateurs, je te dis, on travaille beaucoup en open space. Ils sont tous à chaque fois morts de rire parce qu'à la fin de la conversation, je vais mettre le haut-parleur juste pour qu'ils entendent le merci. Et c'est du merci madame, ça rate jamais. Et à la fois, j'ai même dû me battre pour prouver que c'était moi. Je disais à la personne, mais
mais c'est moi, je vous jure, qui ai plié votre dossier. Elle me disait, non, c'est un homme qui a plié mon dossier. Mais je disais, mais non, c'est moi. C'est fou. Et bon, et donc, qu'est-ce que je te disais? Ouais, donc, sur le podcast. Le podcast, ça permet vraiment. Et tu republies sur quoi? Sur le site, Alors, pas nécessairement sur le site, sur tous les trucs, Apple Podcast, Ok. Spotify. Ouais, donc tout cette branche-là aussi, de dire Ouais, finalement le journal de bord de Howard, je sais pas comment tu l'as appelé le podcast. ouais, ça s'appelle Victime du travail. Ouais. Et j'ai commencé à mettre, je crois qu'il y a 5 ou 6 épisodes là. J'essaie d'en mettre un par mois. Et voilà. Et en fait, j'écoutais la dernière fois le podcast dans la voiture, enfin dans un taxi. Et j'ai kiffé parce que le chauffeur a commencé à me dire, ah mais c'est quoi ça, vous écoutez ça sur quoi et tout. Je me suis dit, ah ouais, ça peut intéresser les gens et à la base. Bien sûr. Donc ouais, en fait c'est un format qui est très très intéressant. Mais en fait, tu touches avec toutes les méthodes que tu fais. SEO, c'est très lecture, mais il y en a ça plaît beaucoup. Tu vois, mon grand-père, je l'ai jamais vu sur une vidéo YouTube. Par contre, je le vois tout le temps. Dès qu'il a une question, il n'écoute plus personne, il ouvre son téléphone, il va regarder sur Internet. Ouais. Toujours dans la curiosité, etc. Bon, il a 90 ans, donc te paraissent moins, mais tu vois, tu as ces personnes qui sont toujours sur j'ai besoin de lire. Il y a ceux qui sont sur format court de plus en plus. Il y en a que moi j'adore passer, tu vois, j'écoute beaucoup de podcasts. Dès que je bouge, j'ai un podcast dans les oreilles. Donc, tu vois, moi je préférerais, je pense, ce format-là. Et tu t'es adapté un peu à tous les formats sur une thématique qui est ta force. Moi, le truc que j'imagine un peu maintenant, c'est quand je vois tout ce que tu me dis, c'est à quel moment, en fait, Marlon, il va faire que représenter. Tu vois, il n'y a pas un moment où finalement tu te dis, mais en fait, là où je vois de plus en plus de fondateurs de boîtes, de CEO, où en fait leur taf, c'est d'être l'événement, produire un truc, podcast, radio, tout le temps faire des nouveaux formats, et en fait tout le temps être dans la création de contenu. Et en fait, et c'est là où on parle d'avocats, mais pour moi des bons avocats influenceurs, c'est-à-dire pas dans le sens influenceur qui fait des placements de produits, où c'est ridicule, mais en fait tu deviens en fait une personnalité et tu es la référence. Parce que j'ai l'impression que tu n'as pas forcément envie. Donc, il faut essayer de pousser peut-être plus, comme tu dis, tes associés ou tes futurs collabs. Mais c'est sans doute là où tu apportes le plus de valeur au cabinet. Parce que les gars, ils peuvent gérer maintenant. Exactement. Ah, mais mes collaborateurs sont des tueurs à gages. Franchement, ils sont exceptionnels. Donc... S'ils ont écouté jusque-là, ils sauront. Non, mais limite, j'ai très peu de relecture à faire parce que quand vous travaillez avec... Plus tu fais confiance. Voilà, je sais en fait, je sais comment il fonctionne, je sais que le travail va être extrêmement bien fait. Et donc, moi, au niveau de ma relecture, j'ai que de la relecture pour les collabs juniors. Mais mes collabs les plus seniors, je sais que le dossier, quand il... En fait, il peut pas y avoir... J'ai jamais eu de cas de responsabilité d'engagé encore. Je touche du bois encore. Et pourtant, j'ai un nombre de dossiers, j'ai représenté énormément de personnes. Mais parce que je sais que le travail est bien fait. Et que par moi, par mes collabs et tout, et qu'on a la même manière d'avancer, la même manière d'avancer, la même manière de traiter un dossier. Trop bien. Donc ça, c'est cool. Et c'est ça que j'aime bien. Tu m'as dit... c'est vrai, je veux dépersonnaliser un peu, je veux beaucoup représenter, mais j'ai envie aussi de continuer à traiter les dossiers pour garder, avoir le terrain en fait. Et quand je traite les dossiers, moi, je vais plaider derrière. Exactement, je vais plaider, j'adore ça. J'adore ça d'ailleurs, j'ai fait du théâtre jusqu'à l'arrivée de ma première fiche, j'ai toujours fait du théâtre parce que j'adore ça. Et j'aime plaider. Donc ça donne de la valeur au dossier, ça donne de la force aussi quand tu plaides et que tu as une cliente à côté qui est en souffrance et que tu es là et que tu sais que ta plaidoirie va lui redonner de la force. C'est magnifique comme métier, ce métier en droit du travail. Et donc, mais en même temps, donc, le cabinet grandit et j'ai peur, de par cette évolution, de perdre ce lien qui fait qu'avec tous mes collabs, on est comme une famille en réalité. Et je pense que je le perdrai et que jusqu'à maintenant on arrive à... Non, mais dans ce cas, ça veut dire que tu vas plus, et malgré eux pour certains, tu vas plus les pousser sur finalement créer non pas une grosse tête qui représente, mais en fait à eux de maintenant prendre le pli et de passer. Et je pense que, tu sais, nous on en a eu au début
personne ne voulait passer derrière les caméras. Et là, je sens qu'il y en a qui commencent à apprécier. Et je comprends qu'ils prennent plaisir, parce que moi, je prends plaisir, tu vois, à produire du contenu, et je trouve ça sympa, sinon je le ferais pas de toute façon. Et donc, à mon avis, il y en a qui vont prendre ce pli-là. Et ce sera important qu'ils le fassent. Qu'il y ait d'autres. Et puis, ne serait-ce que, c'est con, mais ne serait-ce que parfois, il y a des gens, moi je sais qu'il y a des gens, ils signent pas au Rama parce qu'ils aiment pas ma gueule. Et on n'y peut rien, j'y pourrais rien, et ils aiment pas ma tête. Et donc, j'imagine que ça peut être pareil pour toi. Et donc, avoir d'autres têtes. Tu vois, peut-être profil plus féminin, d'autres gueules, ça ferait signer peut-être d'autres gens que tu aurais pas eu. À l'origine, quand c'est vrai ce que tu dis, parce que quand tous mes collaborateurs acceptaient de faire les vidéos, il y avait des clients qui disaient j'ai envie 7 personnes, 7 personnes. Commander, piocher. Tu vas mettre dans la prise de rendez-vous, ils vont pouvoir sélectionner. Bon, jamais. Concrètement, quand quelqu'un prend rendez-vous avec le cabinet, comme il est représenté par le cabinet, il aura qui l'aura, quoi. Mais ouais, c'est ça, exactement. Et il aura quelqu'un qui est excellent dans. Et pas chez le coiffeur, c'est lui que je veux. Ça. Ok, trop bien. Et qu'est-ce qu'on te souhaite là pour les prochaines années? T'as un peu un plan d'action une belle trésor pour pouvoir continuer à me développer et plus être en stress à la fin des mois. Et continuer à me développer, continuer à pouvoir défendre des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin qui sont en souffrance, et voilà, et continuer le développement dans les différentes villes de France pour arriver au point où j'ai envie d'arriver, quoi. Devenir le plus gros cabinet d'avocats en droit du travail côté salarié et l'équivalent des grands cabinets d'avocats pro employeurs dans la France entière. Trop bien. Ils auront leur versant. Ouais. Et merci pour tout, Marlon, c'était hyper dense, je pense que ça donnait plein d'idées. Contactez Marlon si vous voulez en savoir plus sur Ward, si vous avez peut-être des velléités à ouvrir un cabinet à ses côtés. Il est ouvert, j'ai l'impression, à l'association ou en tant que collaborateur en droit social. Je sais que c'est pas facile en ce moment de recruter sur ce volet-là. Toi, tu as l'air de réussir à les garder, donc bravo, et ça veut dire qu'ils sont bien, et c'est pas le cas partout. Et puis à très vite. On se refait ça dans 5 ans quand il y a des awards partout et tu auras créé. Merci à toi.